Merci pour cette invitation que je vais essayer d'honorer du mieux que je peux. Donc en fait, bon, honnêtement, je ne pensais pas m'intéresser à ce sujet-là, comment dire, avant 2014. Donc en 2014, et là je vais rejoindre l'actualité, donc il y a un putsch en Ukraine, un putsch, une révolution, enfin un coup d'État, vous appelez ça comme vous voulez. Et on voit effectivement surgir sur la scène géopolitique internationale des groupes de combat issus du suprémacisme blanc. Donc aujourd'hui, les médias en parlent un petit peu plus, mais pendant des années, et surtout à l'époque, là en 2013-2014, pendant l'hiver 2013-2014, c'était un peu l'omerta, parce que ça faisait tâche, puisqu'il fallait soutenir l'Ukraine contre la Russie, et que, bon, c'était un petit peu, il y avait une sorte de dissonance cognitive entre effectivement le soutien à une Ukraine dont il fallait donner une bonne image, et puis ces révolutionnaires, ces putschistes qui, comment dire, justement donnaient une mauvaise image, puisqu'ils sont d'extrême droite, etc., et que pour le politiquement correct en vigueur encore aujourd'hui, eh bien, c'est difficile à gérer en termes d'image. Donc en fait, comment tout le débat, en fait, toute la difficulté que les médias militarisés, les médias atlantistes ont ressenti, ont éprouvé là pendant l'hiver 2013-2014, au fil des années, effectivement, ils ont été bien obligés malgré tout de lâcher du lest et maintenant, effectivement, il y a de plus en plus d'articles qui essayent en fait aujourd'hui de rationaliser cette dissonance cognitive entre des gens qu'il faut soutenir en dépit de leur idéologie politique qui est blâmable du point de vue du mondialisme. Mais c'est là le paradoxe, c'est qu'en réalité, ils sont compatibles avec le mondialisme. Et donc, ce paradoxe, en fait, m'a sauté aux yeux en étudiant justement le cas de ces Ukrainiens issus de l'ultra-droite ou du néonazisme, c'est que finalement, ils participaient à un événement qui allait aliéner totalement leur pays, le faire basculer dans la sphère, dans le monde euro-atlantiste, puisque de fait, ils voulaient effectivement arracher leur pays à l'influence russe pour le placer sous influence atlantiste. C'est-à-dire sous influence du monde anglo-américano-bruxellois, puisque le siège de l'OTAN et le siège de la Commission européenne, les deux sont à Bruxelles. Donc il y a tout un tas comme ça de paradoxes, de bizarreries, d'anomalies, de dissonances cognitives qui attirent l'attention et qui posent question. Donc en fait, mon point de départ sur la question du suprémacisme blanc, c'est l'exemple donc ukrainien, c'est un exemple effectivement qui montre en fait une compatibilité entre le suprémacisme blanc et le mondialisme. Une compatibilité au niveau des objectifs. Comme on parle des alliés objectifs, c'est-à-dire que ça converge sur les objectifs. Là, en l'occurrence, les objectifs tactiques, c'était donc d'arracher l'Ukraine à l'influence russe pour placer l'Ukraine sous influence anglo-américano-bruxelloise. Donc là, on voit effectivement une convergence tactique qui donc en fait est incontestable et que j'ai documenté, qu'il était possible en fait de documenter assez facilement, avec tout le rapprochement justement de l'Ukraine dans les sphères atlantistes et notamment dans tout le travail en fait pour aligner les standards militaires de l'Ukraine sur ceux de l'OTAN. Puisque, en fait, évidemment, si vous voulez intégrer votre pays dans l'OTAN, il faut déjà qu'il y ait uniformisation des standards militaires, c'est-à-dire, en fait, les munitions, la taille des munitions, etc. Il y a tout un tas, en fait, de protocoles organisationnels qui doivent être, effectivement, uniformisés. Donc là, le problème, c'est que l'OTAN ne se contente pas d'être une alliance militaire, on pourrait dire, tactique. C'est qu'elle a aussi des projets, on pourrait dire, stratégiques, des projets politiques. Et donc, les standards de l'OTAN, c'est aussi la diffusion de la diversité inclusive, du LGBT et du multiculturalisme. Et donc là aussi, on se demande, mais comment finalement est-il possible que les nationalistes ukrainiens finalement convergent avec un programme géopolitique
avec ce programme-là, hein, géopolitique atlantiste. Alors, il faut vraiment qu'il soit très mal renseigné sur les intentions réelles, hein, des dirigeants de l'OTAN. Alors c'est possible, hein, voilà, mais en tout cas il faut vraiment qu'ils soient aveuglés, hein, par un certain nombre, je dirais, de préjugés, là en l'occurrence anti-russes, hein, russophobes, et qui en quelque sorte va en quelque sorte les inscrire dans un jeu d'alliance où, bien qu'ils soient des nationalistes ethniques, ils vont estimer qu'ils ont finalement plus, en termes de pourcentage, de choses à partager avec l'OTAN et avec les réseaux Soros, qui étaient aussi évidemment très présents, hein, la fameuse Open Society, qui était très présente, qui est présente en Ukraine depuis les années 80. Comme le disait George Soros sur un plateau de télévision, hein, sur CNN, ma fondation est présente, hein, en Ukraine avant même que l'Ukraine ne soit devenue indépendante. Je pense que c'était à la faveur, hein, de la perestroïka, hein, donc on va dire d'une forme de libéralisme instauré en URSS sous l'influence de Gorbatchev, hein, qui a ouvert l'URSS à un certain nombre d'acteurs, hein, géopolitiques occidentaux, dont l'ONG de George Soros, et qui, donc, depuis des dizaines d'années, travaillait à subvertir l'Ukraine, et là je parle bien de subversion, hein, c'est-à-dire en fait à faire ce que le management appelle de la conduite du changement, hein, ou de l'ingénierie sociale, c'est à transformer, hein, l'identité même des Ukrainiens, pour adapter cette identité, hein, en fait, au mondialisme. Le problème, c'est que parfois, effectivement, il faut, comment dire ça, la ruse n'est pas suffisante, et il faut donner des coups de poing. Et comment faire cette alliance, hein, de la carpe et du lapin entre finalement une idéologie mondialiste qui se présente comme pacifiste et avec des drapeaux arc-en-ciel LGBT, et puis effectivement les groupes de combat qui vont devoir s'affronter, hein, aux forces de l'ordre sur le terrain. Donc bon, ça s'est fait concrètement, justement, alors à Kiev, en Ukraine, ça s'est fait justement en séparant, hein, le territoire, en faisant du zonage pour réaliser justement le putsch de l'hiver 2013-2014. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les manifestants sponsorisés par Soros qui occupaient une partie de la place, et puis, bon, à quelques centaines de mètres, effectivement, les groupes de combat plus ou moins paramilitaires d'ultra-droite qui s'attaquaient aux forces de l'ordre. Et de cette façon-là, en fait, il y a eu comme ça une répartition des tâches, une répartition de l'espace, un zonage géographique qui a fait que justement les réseaux Soros ne marchaient pas sur les pieds des groupes, donc d'extrême droite, qui en eux étaient plutôt gérés par la CIA. Donc c'est assez fascinant à étudier, en fait, parce que bon, c'est un peu ça consiste à étudier un peu, enfin, prenons justement l'exemple, hein, de l'Euromaïdan, hein, puisque c'est le petit nom, hein, le surnom donné à cette révolution. C'est intéressant parce que ça permet effectivement en fait, de donner un exemple concret d'un putsch réussi, hein, donc d'une révolution réussie. Donc là, indépendamment, hein, du caractère douteux, hein, de cette révolution, de ce changement de régime, d'un point de vue technique, il y a des choses à récupérer. Hein, effectivement, dans une perspective, comment dire, oui, enfin, putschiste entre guillemets, bon, dont nous n'avons pas les moyens en France, il faut le dire clairement. Justement, quand on étudie précisément les exemples de révolutions qui ont marché, on voit bien que les conditions ne sont pas du tout réunies en France. Et voilà. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les suprémacistes blancs ukrainiens, en fait, ont été partie prenante d'un ensemble plus général, qui a donc commencé à aligner leur pays sur les critères, hein, sur les standards de l'OTAN, c'est-à-dire sur les critères, hein, du mondialisme. Ils ont été en quelque sorte manipulés, mais manipulés, j'ai envie de dire, enfin presque consciemment, hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ils savaient vers quoi ils allaient, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en se rebellant en quelque sorte contre l'influence russe, bon, je pense qu'ils étaient quand même relativement conscients je dirais, vers quoi en fait leur rébellion les dirigeait, enfin vers quelle perte en quelque sorte, hein, et de fait ça n'a pas raté, hein, c'est-à-dire qu'en fait effectivement en 2014,
juste après le coup d'État, juste après que le président en exercice se soit barré en hélico, hein, comme on dit, c'est-à-dire le 22 février, bon, bah, dans les semaines qui suivaient, la première Gay Pride de Kiev se tenait. Voilà, alors il y en avait une petite en 2012 et en 2013, mais qui avait été interdite par les autorités locales. Et là, pour la première fois, une Gay Pride autorisée par la mairie, hein, le nouveau maire Vitaly Klitschko, si vous vous souvenez un petit peu là des trois grandes figures de la révolution. Donc il y avait donc l'homme de Berlin en fait, hein, Vitaly Klitschko, donc un boxeur à la retraite, hein, un ancien sportif, donc qui lui est devenu le maire de Kiev. Il y avait Arseny Yatsenyuk, qui était un ancien banquier. Bon, lui, c'était plutôt l'homme de Soros, en quelque sorte. Hein, il avait lui-même sa propre fondation intitulée Open Ukraine. Voilà, donc sur le modèle, hein, de Open Society. Et puis Oleg Tiagnibok, qui lui donc était là pour représenter, hein, les fameux néo-nazis, ou les fameux nazis ukrainiens, puisque c'est le président, je crois qu'il est toujours, d'ailleurs, du parti Svoboda. Donc en fait on peut faire comment dire, le parti Svoboda, donc qui effectivement cultive, hein, la mémoire du Troisième Reich, mais de manière parfaitement ostensible et ouverte, hein, il ne s'en cache pas. Et depuis 2014 on a vu effectivement d'ailleurs des espèces d'alliances très étranges, puisque il a effectivement par exemple une grande avenue de Kiev qui a été renommée Prospect Stepan Bandera, du nom du principal collaborateur de l'Allemagne nazie en Ukraine, donc le fondateur du mouvement bandériste, hein, d'après son nom, Bandera. C'est un peu comme si en France on avait une grande avenue dans le nord de Paris qui s'appellerait l'avenue du Maréchal Pétain, quoi. Enfin, c'est à peu de choses près, c'est un peu ça, quoi, en fait. Donc on est dans... et en même temps, si vous voulez, hein, c'est vraiment, on est dans le même temps, c'est-à-dire, comme dirait Macron, en même temps, vous avez effectivement la Gay Pride qui se généralise en Ukraine, et dans le même moment, hein, dans le même mouvement, que effectivement il y a une revalorisation mémorielle des supplétifs, hein, des forces de procuration du Troisième Reich en Ukraine. Donc c'est des combinaisons comme ça, c'est pour ça qu'on peut parler d'une guerre hybride, en fait, de quelque chose d'assez étonnant et d'assez contre-intuitif à première vue, hein, et c'est ça qui m'a mis sur la piste, hein, qui m'a fait me poser la question, mais comment est-il possible, hein, que justement ce suprémacisme blanc, puisque en cherchant quelques sources on voit bien qu'effectivement les bandéristes, hein, c'est-à-dire les nationalistes ukrainiens, estiment que par exemple les Russes ne sont pas des blancs, hein, et qu'ils doivent effectivement en quelque sorte qu'ils sont en fait le bastion de la race blanche, hein. Il y a des déclarations très claires, hein, des textes écrits, etc., par les acteurs de la situation, et qu'ils doivent en fait protéger l'Occident contre la Russie, hein, en représentant justement en fait une barrière géopolitique, hein, qui peut être étendue jusqu'à la Pologne, jusqu'aux pays baltes, hein. C'est le fameux intermarium, hein, c'est-à-dire ce que les Américains appelaient le containment. L'intermarium, ça vient donc du maréchal Piłsudski, qui est en fait donc le fondateur de la Deuxième République de Pologne, et qui était aussi viscéralement anti-russe, hein, et qui avait théorisé donc en fait un front commun, hein, de la mer Baltique à la mer Noire, d'où le terme latin intermarium, entre la mer, pour en fait commencer à construire un front unifié, donc entre l'Europe et la Russie, en fait pour monter progressivement en fait ce que justement Hitler va réaliser avec l'opération Barbarossa, quoi. C'est-à-dire en fait une attaque coordonnée sur un front nord-sud. Donc là, on voit que effectivement, quand on étudie la question, les bandéristes, les nationalistes ukrainiens sont vraiment, mais totalement immergés dans cette mythologie issue de la Deuxième Guerre mondiale, hein. En fait, ils rêvaient, là maintenant ça va devenir un petit peu plus compliqué, ils rêvaient de faire un Barbarossa numéro 2, hein, très clairement, et de marcher sur Moscou, pour prendre Moscou. Tout ça en fait a été exploité par les mondialistes, hein, puisque de fait les réseaux Soros, pour ne mentionner que
les réseaux Soros, mais je pourrais parler aussi de Victoria Nuland, en fait, qui est vraiment l'émissaire du lobby straussien, du lobby sioniste anti-russe, puisque aux États-Unis, il y a aussi une fraction pro-russe du lobby sioniste. C'est tous les sionistes qui sont autour de Trump, et Trump lui-même, qui est un chrétien sioniste pro-russe. Et toute sa belle famille, là, Kouchner, etc., sont des sionistes, enfin là, juifs, pro-russes. Donc en fait, le lobby sioniste aux États-Unis est subdivisé entre les pro-russes plutôt anti-iraniens et les anti-russes plutôt pro-iraniens. C'est ce qu'on a vu sous Obama, puisque c'est sous Obama que le traité sur le nucléaire iranien a été signé, et c'est sous Obama que le putsch donc, de 2014 à Kiev a été réalisé également. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de répartition un petit peu des ennemis, enfin des alliances, des amis et des ennemis. Donc manifestement, effectivement, ce que Trump a dit d'ailleurs, dans un communiqué, je ne sais plus, dans un tweet, il a dit si j'étais encore au pouvoir, en fait, il n'y aurait pas eu cette intervention russe. Pour une raison très simple, c'est que Trump aurait vraiment négocié sérieusement avec Poutine pour que la Russie ait des garanties que jamais l'Ukraine ne rentrera dans l'OTAN. Là, on a affaire à des anti-russes carabinés à Washington. Donc, voilà, c'était relativement prévisible que les ennuis recommenceraient en Ukraine avec l'arrivée de Joe Biden. Donc on voit effectivement une sorte, quelque chose de très étrange, mais moi j'avais vu aussi des communiqués, je crois Pravi Sector, ou je ne sais plus, en 2016, mais ils souhaitaient effectivement la victoire d'Hillary Clinton. Donc là, on voit en fait des espèces d'alliances contre nature entre des groupes de combat, ou des milieux comme ça, en fait, politico-paramilitaires, qui se revendiquent d'un conservatisme ethnique, et puis effectivement les progressistes, les progressistes de Washington, de la côte est des États-Unis, qui convergent sur une cible commune qui s'appelle la Russie. Et donc c'est tous les ça fait écho évidemment à l'intuition géniale d'un Carl Schmitt, c'est que le geste fondateur de la politique, c'est la désignation d'un ennemi commun. D'un ennemi, donc d'un ennemi commun. À partir du moment où vous avez un ennemi commun, vous pouvez faire la jonction, la synthèse de l'ultra-droite ukrainienne néo-nazie et de la gauche progressiste, wokiste, LGBT, de la côte est des États-Unis. Et sachant que malgré tout, c'est hiérarchisé. C'est-à-dire que la gauche progressiste, wokiste, LGBT de Washington, qui imprime son idéologie à l'OTAN et à la Commission européenne, dirige malgré tout, effectivement, est quand même au-dessus dans la hiérarchie opérationnelle, au-dessus de ces nationalistes ukrainiens qui, en fait, peuvent être tout à fait sincèrement conservateurs et antilibéraux. Et anti-progressistes, etc. Mais après, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut oublier les idées, et il faut oublier même les identités. Les choses ne marchent pas comme ça. C'est en fait la psychologie qui compte, en réalité. En règle générale, dans la vie en général, et a fortiori en politique et en géopolitique. Et là, en fait, ce que j'ai vu en étudiant, donc, premièrement, le cas du suprémacisme blanc ukrainien, c'est un biais psychologique qui se traduit justement en géopolitique par un sentiment de supériorité, en l'occurrence raciale, mais qui peut être un sentiment de supériorité religieuse, culturelle, par exemple. Donc en fait, ce sentiment de supériorité conduit en fait à un rapport à l'autre qui est un rapport de transgression, et donc un rapport de transgression des limites entre moi et l'autre. Donc là, on sort du nationalisme. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le suprémacisme en fait a deux définitions. C'est la suprématie sur un territoire, mais ça peut être aussi la suprématie sur tous les territoires. Et donc la tendance nationaliste du suprémacisme blanc, en réalité, a perdu le rapport de force avec la tendance authentiquement suprémaciste, c'est-à-dire colonialiste et impérialiste.
Ça, bon, donc en fait, ça, je m'en suis rendu compte en étudiant les 4 régimes qui se sont revendiqués du suprémacisme blanc, 2 explicitement et 2 autres implicitement. C'est-à-dire, en fait, bon, la Confédération sudiste avec ses séquelles, hein, dans les lois Jim Crow dans les États du Sud, qui ont permis de maintenir la ségrégation raciale dans quelques États du sud des États-Unis pendant un siècle, et avec donc évidemment les manifestations un peu folkloriques, hein, du Ku Klux Klan et ce genre de groupe enfin activistes. Bon, quand je dis folklorique, en même temps pas tant que ça, parce qu'à son heure de gloire, hein, dans les années 20-30, le clan bon, comptait à peu près 5-6 millions hein, d'adhérents, pour une population de 150 millions hein, à peu près d'habitants aux États-Unis, donc ce qui était quand même énorme en fait. Hein, donc c'était pas si folklorique, mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui ça l'est devenu un peu. Et puis surtout, c'est bon, enfin voilà, quand on parle effectivement du suprémacisme blanc aux États-Unis, on voit tout de suite les grandes cagoules et puis les croix en feu, quoi. Et donc en fait, le terme de white supremacy apparaît donc alors pas sous la plume du Ku Klux Klan, mais sous la plume des Chevaliers du Camélia Blanc, qui est un autre groupe suprémaciste blanc, parce qu'il y en avait une petite dizaine à peu près à l'époque, enfin en tout cas au 19e siècle. Ensuite, donc, il y a le régime d'apartheid en Afrique du Sud qui parle de Wit Baaskap en afrikaner, en langue afrikaner. Vous reconnaissez la racine Wit en fait, qui donne white en anglais, ou Weiss hein, en allemand, et Baaskap, hein, donc bah, là c'est la racine basse en fait, qui donne boss en anglais, donc en gros la tête, quoi, le patron, et cap, hein, bon, bah, c'est comme le cap, quoi, c'est le, comment dire, enfin, l'idée en fait aussi donc, de direction à donner, quoi. Donc là, voilà. Ensuite, bon, alors effectivement, donc, on ne rencontre pas l'expression littérale de suprémacisme blanc sous la plume de Hitler, mais enfin bon, je veux dire, il suffit de lire Mein Kampf, bon, il dit clairement que effectivement l'arien est le Prométhée de l'humanité, et qu'en fait il est en gros, enfin c'est l'alpha et l'oméga de l'humanité, notamment en raison de sa créativité culturelle et essentiellement technique. Et puis donc effectivement donc les suprémacistes blancs ukrainiens, bon, bah, qui sont en fait dans le sillage idéologique et psychologique du Troisième Reich. Et donc là, j'en viens justement en fait au sous-titre hein, de mon livre. C'est-à-dire qu'en étudiant historiquement ces 4 régimes, on voit 2 tendances, hein, une sorte de schisme, mais comme je disais, il y a une tendance qui l'a emporté sur l'autre. Donc il y a la tendance nationaliste, c'est-à-dire conservatrice, c'est avec justement l'affirmation des limites, hein, et en fait et puis l'autre tendance suprémaciste, qui est une tendance à la transgression des limites, hein, ce que les Grecs appelaient l'hubris, hein, la démesure, et qui elle donc va se manifester très clairement dans l'Allemagne nazie, et en gros dans cette folie des grandeurs en fait, hein, qu'on voit effectivement s'exprimer dans l'idéologie hitlérienne, et aussi bah, chez les nationalistes ukrainiens, donc qui ne sont pas si nationalistes que ça. Bon, je regardais un peu toute leur production là, du mouvement Azov pendant quelques années. Ils étaient assez fascinés, enfin assez comment dire, intéressés par alors la nouvelle droite, hein, enfin le mouvement intellectuel français, et en particulier l'œuvre de Guillaume Faye, hein, qui a essayé en fait justement de faire une synthèse de l'enracinement identitaire et du progrès technique. Ce qu'il a théorisé dans un de ses livres, dans son livre de 1998 intitulé L'archéofuturisme, qui est effectivement génial. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est extrêmement stimulant. Donc, il faut vraiment, et puis en plus, bon, ça part d'un questionnement tout à fait légitime. De fait, oui, la technoscience hein, nous déracine. Et c'est plus fort que la volonté. Hein, la technoscience réduit les distances, c'est essentiellement ça qu'elle fait. Hein, je veux dire au niveau, on pourrait dire philosophique. Et pas que, enfin bon, le transhumanisme est une manière de déraciner aussi l'humain de ses origines, hein, et la réduction des distances, hein, c'est-à-dire l'accélération des communications sur la planète, hein, bah, ça produit un effet de déracinement cognitif, là pour le coup, dans le traitement de l'information, et qui en quelque sorte préside, induit ce mouvement mondialiste hein, de melting pot, hein, de mélangisme des références,
des signifiants, enfin des significations. Donc là, on voit que la technoscience, en fait, que ce soit sur le plan simplement de la circulation de l'information, produit cet effet mondialiste de mélange, de mélangisme généralisé, et en plus, il y a cette dimension de modification de la nature humaine, et au-delà même de l'humain, de modification de la nature, voire comment dire, de dépassement de la nature par la culture, enfin, c'est-à-dire par exemple les manipulations génétiques et par l'ingénierie génétique et par exemple l'augmentation des capacités du corps humain par les exosquelettes, c'est toute la thématique des soldats augmentés qui est passionnante. Qui a été en fait que Guillaume Fay essaie de s'approprier, mais pour mettre le transhumanisme au service de l'enracinement identitaire. D'où son concept d'archéofuturisme, pour essayer de faire la synthèse de l'archaïsme, c'est-à-dire du rapport au passé et de la projection dans l'avenir, sachant qu'il ne faut renoncer à aucun des deux. Et ça, ce questionnement-là, cette thématique-là est parfaitement légitime. Le problème, c'est que je pense que c'est ce que... Donc, quelque part, sur plusieurs pages, j'ai un dialogue un dialogue posthume avec Guillaume Fay. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je dis dans le premier chapitre, qui est le plus long, en fait, c'est que l'archéofuturisme ne peut pas être en fait un programme. Ça ne peut pas se programmer. Tout simplement parce que c'est parfaitement contradictoire. Donc ça se fait, si ça se fait, c'est en fait indépendamment de la volonté. Ça peut se faire, mais en fait, il n'est pas possible de rationaliser un programme archéofuturiste. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie, voilà, c'est comme ça, qui sont vraiment incompatibles. Voilà, c'est tout. Je veux dire, en fait, si vous voulez que votre enfant soit normal, il faut lui arracher son smartphone. Sinon, il va devenir gogol, c'est sûr et certain. Vous connaissez l'exemple des informaticiens de la Silicon Valley qui mettent leurs enfants dans des écoles sans ordinateur. Voilà, si vous voulez que le cerveau de votre enfant se développe normalement, il ne faut pas l'exposer aux écrans avant un certain âge. Et il faut que le cerveau de l'enfant soit déjà équipé, en quelque sorte, soit déjà armé pour justement se frotter à la navigation hypertextuelle, parce que c'est pas quelque part, en fait, dans un premier temps, le cerveau doit se développer de manière linéaire, en tout cas, doit se structurer avec un effort, comment dire, de concentration linéaire que la navigation hypertextuelle fragmente. Bon, tout ça, vous voyez, quand on est sur Internet, on passe d'un écran à un autre, et le risque, c'est de produire en fait des enfants hyperactifs, tout simplement. Des enfants qui seront, en fait, et donc de les produire synthétiquement, j'ai envie de dire, parce que, en fait, des enfants génétiquement normaux peuvent être, comment dire, bousillés littéralement sur le plan cognitif par une exposition aux écrans. Donc là, il n'est pas possible en fait d'être tout de suite dans le transhumanisme en quelque sorte pour s'affronter à ces questions-là, pour s'affronter au métavers, puisque c'est vers ça qu'on va, et pour en fait supporter sur le plan cérébral et civilisationnel et identitaire en quelque sorte l'immersion dans le cyberespace, puisque le métavers, là, c'est juste le nouveau nom à la mode du cyberespace, le cyberespace dont on parlait depuis les années 80. Bon, en fait, il faut déjà être équipé intellectuellement, sur le plan cognitif et psychologiquement, pour supporter justement ce traitement fragmenté, morcelé de l'information. Sinon, vous êtes d'emblée dans le morcellement, et donc dans le court terme. Et là, bon, vous fabriquez des enfants hyperactifs, c'est-à-dire qui ne supportent pas la frustration, qui sont incapables de se concentrer. En fait, là, je ne m'éloigne pas du sujet, puisque en fait, mon bouquin traite de ce sujet aussi. Et ce que j'ai vu en fait en étudiant justement ces quatre régimes, mais en particulier le Troisième Reich et les nazis ukrainiens, c'est effectivement un progressisme technophile qui les hante en quelque sorte, qui est parfaitement explicite, qui était parfaitement explicite en fait, comment dire, chez Hitler ou chez les fascistes mussoliniens, c'est-à-dire avec tous les mouvements d'avant-garde futuristes, et donc, mais en fait c'était la mode à l'époque, c'était un peu le zeitgeist, puisque bon, de toute façon les staliniens, enfin je veux dire les bolcheviks étaient aussi là-dedans, dans cette espèce de technophilie qui va permettre effectivement de réaliser le nouvel homme et
Et alors donc là c'était le nouvel homme socialiste en URSS. Et comment dire, chez Hitler, hein, dans l'Allemagne des années 30, c'était der Übermensch, c'était le surhomme nietzschéen qu'on va réaliser non pas simplement par la pensée, parce qu'en fait le surhomme nietzschéen c'est fondamentalement, c'est pas un projet technophile en réalité, mais bon c'était ce que les hitlériens ont fait, c'est une interprétation, on pourrait dire un petit peu, j'ai envie de dire un peu déformée du nietzschéisme, c'est-à-dire qu'en fait ils ont essayé de réfléchir sur un nouvel homme augmenté par la technoscience et par en fait un prométhéisme culturel qui est effectivement totalement assumé. Donc en fait on voit, alors évidemment ce prométhéisme est un peu moins visible chez les sudistes, hein, chez les confédérés sudistes, ou chez les afrikaners, effectivement, qui étaient effectivement plus conservateurs. Mais qu'est-ce qu'on voit malgré tout en Afrique du Sud, comme chez les confédérés, on voit des réseaux qui viennent en quelque sorte s'entrelacer avec les conservateurs et qui sont issus de l'occultisme. Et l'occultisme, fondamentalement, c'est quoi l'occultisme? C'est la quête de capacités supra-humaines. Et donc en fait, en gros, ce que les occultistes se donnaient pour objectif d'atteindre par l'occultisme au XIXe siècle, au début XXe, en fait, ça a été transféré dans un prométhéisme technophile, technoscientifique, un peu plus tard, notamment en Italie et en Allemagne à partir des années 20. Mais il y avait aussi la toile de fond occultiste, hein, évidemment. Le NSDAP, vient du pangermanisme völkisch, qui est en fait une théorie, une approche, une vision du monde, effectivement, qui assez imprégnée d'occultisme. Mais on trouve aussi ça, c'est assez bizarre. Alors chez les confédérés sudistes, parce que c'était en fait un nid de francs-maçons, en Afrique du Sud, alors c'est pas les afrikaners qui eux étaient en fait des braves calvinistes, protestants. En revanche, les afrikaners n'étaient pas les seuls blancs sur place, il y avait aussi les anglophones. Et qui donc ont mené une guerre d'extermination contre les bourgs, c'est-à-dire les afrikaners, en inventant le camp de concentration. Et les réseaux anglophones, eux, étaient plutôt pilotés par les réseaux de Cecil Rhodes, donc le fameux diamantaire, milliardaire, qui lui-même était impliqué dans la franc-maçonnerie britannique et qui a lui-même créé sa propre société secrète, la Table Ronde, avec donc un disciple de Blavatsky. Donc là, on remonte vers le luciférianisme mondialiste, et avec un membre de la famille Rothschild, avec ce que ça suppose. On voit en fait une présence comme ça, en fait, je dirais à travers les 4 régimes suprémacistes blancs, on voit en fait une présence en fait d'un prométhéisme, d'un progressisme qui donc se manifeste, s'exprime soit dans un occultisme, soit dans ou dans une technophilie progressiste, avec des prolongements transhumanistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce que Guillaume Fay écrit, théorise dans l'archéofuturisme, est parfaitement cohérent sur le plan historique et idéologique, sur le plan généalogique, au niveau de un peu comme on pourrait faire une généalogie des idées, c'est parfaitement cohérent en fait avec le suprémacisme blanc. Mais depuis ses origines au XIXe siècle, dans le pangermanisme völkisch ou chez les confédérés sudistes. Il y a une filiation effectivement tout à fait cohérente. Donc en fait, on peut poser des équations, on peut poser en tout cas une équation entre en fait le suprémacisme blanc, le progressisme, on pourrait dire quasiment maçonnique, occultiste, et le transhumanisme. Et tout ça, en fait, s'articule de manière assez contre-intuitive dans un premier temps, parce que oui, il y a des éléments de conservatisme qui viennent en quelque sorte contrebalancer au sein du suprémacisme blanc les éléments progressistes. Mais ces éléments de conservatisme sont à rattacher en fait à la tendance authentiquement nationaliste présente, mais au sein du suprémacisme blanc, mais dans des proportions inférieures
a la tendance transgressive. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, j'essaie de reconstituer une architecture, on pourrait dire idéologique et mentale, qui est assez complexe. Oui, il y a une question. C'est une question et aussi une remarque pour savoir si j'ai bien cerné. C'est vraiment très très intéressant et ça rejoint plein de problématiques qu'on se pose. Mais récemment, j'ai appris ça et pour savoir si ça rentre bien dans mon propos, c'est Mussolini. Mussolini qui dit, donc, l'inventeur du fascisme, c'est lui qui a inventé, plus clair, plein de choses. Il y a vraiment une doctrine profonde dans le fascisme, mais qui se dit, avec son hybris, il faut une guerre, et si on allait dézinguer l'Éthiopie. Et ils viennent du futurisme, le mouvement futuriste artistique des années 20 et fasciste, et des cadres au fascisme. Et la guerre en Éthiopie, pour un nationaliste ou même pour quelqu'un de sensé et de normal, est atroce parce que c'est des millions de bombes pour rien sur un pays qui n'a rien demandé, avec du gaz moutarde qui devait essentiellement être proscrit. Il y a eu 1000 morts italiens et 4 millions d'Éthiopiens juste pour prouver la suprématie en tout cas pas du peuple blanc, si vous ne disiez pas, mais non, pas en Éthiopie, pas la deuxième fois. Non, la première, ils ont perdu, et c'est la revanche. La seconde, ils ont gagné parce qu'ils ont désingué tout le monde. Et est-ce que ça rentre là-dedans aussi? Et lui, il parle pas de blanc, il parle juste du futurisme et de la technologie, de la suprématie du fascisme. C'est simplement pour... Ouais. Bah, oui. Alors, dans l'Italie mussolinienne, il y avait aussi cette coprésence, donc de l'élément progressiste, technophile, dérivant aujourd'hui dans le transhumanisme, le terme étant assumé explicitement par Guillaume Fay, par exemple, et puis les éléments conservateurs. C'est les nationalistes catholiques, italiens, normaux, quoi, j'ai envie de dire, comme tout le monde devrait l'être. Et qui ont convergé, enfin les deux en fait, bon, le problème après c'est une question de dosage, quoi, une question de pourcentage. Et en fait, ce que je vois, c'est que dans les 4 régimes là que j'ai passé en revue, la tendance transgressive, technophile, etc., l'a emporté sur la tendance justement, on pourrait dire modérée en quelque sorte, c'est-à-dire la tendance au nationalisme blanc, qui doit être distingué du suprémacisme blanc. Sachant qu'il y a une tendance au nationalisme blanc dans le suprémacisme blanc. C'est-à-dire une tendance en fait au respect des limites qui là doit être effectivement revendiqué contre le mondialisme. En revanche, le suprémacisme blanc converge avec le mondialisme dans cette tendance transgressive au renversement des frontières, à la transgression des limites. Et ce qui explique que, en fait, sur le long terme, on voit effectivement les suprémacismes blancs converger avec finalement le mondialisme, et avec d'autres suprémacismes. On voit par exemple à la tête de la Confédération sudiste, eh bien, en fait, un certain Judas Benjamin, qui était en fait donc britannique, juif, et en réalité comme membre des Bénébérites, donc la loge maçonnique juive interdite aux non-juifs. En fait, alors, donc il était entouré lui-même de francs-maçons, pas forcément juifs là en l'occurrence, notamment le fameux Albert Pike, qui était un général sudiste, et puis il y en avait un paquet en fait, tous les cadres de la Confédération sudiste quasiment étaient francs-maçons. Et ça s'est vérifié dans le deuxième clan, puisque bon, le premier clan n'a duré que 5 ans. En fait, en réalité, en fait, le premier âge du suprémacisme blanc américain, c'est 1861-1871, c'est-à-dire en fait les 5 années de la guerre de sécession, et puis les 5 années du premier clan, qui est dissous assez rapidement et qui est réanimé en 1915, à nouveau par un franc-maçon. Et alors là, au début, on se dit, mais c'est bizarre, parce que moi je croyais que les francs-maçons étaient de gauche plutôt, cosmopolites, etc., et pas du tout pour, justement, l'enracinement identitaire dans une race, dans une terre, dans un peuple. Donc là, il y a des trucs, comment dire ça, on est un peu déstabilisé au début. Alors bon, moi, j'étais un petit peu prévenu aussi, parce que, par exemple, vous vous souvenez de Anders Breivik, le Norvégien là, qui avait commis un attentat, bon, lui-même était un peu barré aussi dans l'ésotérisme.
Donc il avait été adhérent à une loge maçonnique conventionnelle, et en plus, il prétendait appartenir à une sorte de super loge, comment dire, inspirée des Templiers, voilà, c'est ça. Donc là, bon, je m'étais dit à l'époque, enfin, alors je savais qu'effectivement il y avait toute cette dimension occultiste chez les nazis, enfin, d'ailleurs, ce qui est assez fascinante en fait, faut avouer. Enfin, je veux dire, autour de Himmler, là, au château du Wewelsburg, là où il faisait des messes noires pour, je sais pas quoi, attirer les esprits des autres dimensions, tout ça. Et puis bon, ça suscite l'imagination. Mais en fait, il faut comprendre qu'en fait tout ça est cohérent. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi comment dire, enfin, le suprémacisme, en règle générale, et on peut parler aussi du suprémacisme juif, du suprémacisme islamiste. Hein. En fait, alors le terme n'est pas en vogue, hein, évidemment. En fait, le suprémacisme islamiste, c'est juste l'islamisme, en fait, ou le djihadisme, quoi. Donc le terme, enfin, il y a d'autres termes pour qualifier ça. C'est toujours un rêve, un projet d'hégémonie mondiale. On voit sa traduction dans le suprémacisme noir quand il y a eu le film sur le Wakanda, là, sur le pays imaginaire du Wakanda, avec, enfin, super développé sur le plan technique, et qui, comment dire, ça a été, en quelque sorte, ça a flatté hein, l'ego d'un certain nombre de Noirs américains, d'Afro-Américains, de Black Lives Matter, par exemple, qui ont commencé à se monter la tête avec ça et à se saluer en faisant le signe là, de salut du Wakanda, enfin, dans le film, en fait. Donc là, on voit un film de fiction qui donne hein, qui en fait a des séquelles en quelque sorte dans le réel en flattant en quelque sorte, je dirais, l'image en fait des Afro-Américains, en leur donnant en fait une espèce de mythe fondateur de compensation, parce que bon et alors ça fait beaucoup rigoler. Moi je regardais les réseaux sociaux, justement je regardais en fait les suprémacistes, enfin ou les nationalistes blancs, enfin bon soit américains ou français, qui se foutaient de la gueule justement des Noirs qui se revendiquaient du Wakanda, en disant mais vous n'avez absolument rien inventé, enfin à part peut-être le feu, un peu comme tout le monde pendant la préhistoire, et là vous vous revendiquez d'une mythologie en fait complètement imaginaire qui vient du cinéma, d'un cinéma lui-même inventé par des blancs, quoi. Enfin bon. Cocorico d'ailleurs inventé par des Français. Donc, donc là, enfin bon, il y a toute comme ça, une constellation d'idées, une nébuleuse en fait, qui dans un premier temps, ça c'est un petit peu éclaté, c'est un peu diffus, puis au bout d'un moment, on voit qu'il y a une cohérence, je dirais assez, comment dire, assez impressionnante. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à deux profils psychologiques. Un profil psychologique transgressif, hein, qui en fait va s'exprimer dans le suprémacisme identitaire en règle générale, et donc avec des tendances justement transgressives, c'est-à-dire des tendances, pour dire colonialistes, impérialistes, enfin des tendances mégalomanes en réalité, tout simplement, et donc des tendances, comment dire, qui peuvent donc être exploitées stratégiquement hein, sur le plan militaire. C'est pour ça que effectivement les services secrets, hein, les agents traitants, en fait, travaillent à renforcer ces tendances mégalomanes chez les petits jeunes qu'ils veulent manipuler pour les envoyer faire la guerre comme de la chair à canon. Hein, on voit effectivement comment nos banlieues sont travaillées par justement le djihadisme hein, pour fabriquer en fait des membres de Daesh qu'on va envoyer, etc., faire des attentats en Syrie, enfin, pour essayer de renverser le gouvernement. Et en fait, il y a exactement les mêmes protocoles hein, d'ingénierie sociale appliqués en Ukraine pour recruter des petits jeunes hein, et puis les envoyer effectivement se faire buter dans le Donbass. Et on pourrait, enfin, on a affaire aussi à ça. Alors, l'extrême gauche est concernée également. En fait, à une époque, il fallait libérer le Rojava hein, ou le Rojava, hein, qui est en fait là pour essayer de prendre en tenaille la Syrie justement. Et donc, mais bon, c'est vrai que en fait, et donc là, je vais sur donc le thème justement donc des réseaux, des réseaux gladiaux en quelque sorte, hein, tous les réseaux justement paramilitaires, tous les réseaux d'influence atlantistes hein, qui recrutent donc effectivement dans la jeunesse de différents milieux et pour l'essentiel extrême droite, extrême gauche et islam pour aller faire le coup de poing hein, et renverser tel ou tel gouvernement, par exemple
en Ukraine, à Kiev, pendant l'hiver 2013-2014, ou pour effectivement ensuite les militariser, hein, et aller encore plus loin et les envoyer, essayer de renverser, enfin faire du paramilitaire, là pour le coup réel, comment dire, en Syrie ou en Ukraine aussi, toujours. Donc l'extrême gauche, elle, est plutôt réservée, j'ai envie de dire, plutôt à l'infiltration des milieux médiatiques et intellectuels et politiques, en fait. Hein. Si on parle des réseaux atlantistes, là, en fait, enfin, on pourrait dire des réseaux néo-gladiaux, hein, c'est-à-dire les réseaux clandestins de l'OTAN, je pense que là, l'extrême gauche, c'est plus les cadres, en quelque sorte, dans la bureaucratie, dans la technocratie, hein, ceux qui supervisent les petits jeunes, qu'on envoie effectivement se faire trouer la peau pour renverser tel ou tel gouvernement légitime. Tout ça, en fait, effectivement, alors, et justement, là, on a affaire justement aux techniques de radicalisation. Hein, qui dit radicalisation, hein, dit, en fait, programme, projet. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour le jeune djihadiste, hein, il faut effectivement réaliser le califat universel, et on va commencer, non pas en Israël, mais en Syrie. Ah, tiens, oui, vous avez remarqué, en fait, hein, que les djihadistes n'attaquent jamais Israël. Bon, et bizarrement, en fait, c'est de la même manière que les nationalistes ukrainiens attaquent la Russie, mais n'attaquent surtout pas, justement, la zone euro-atlantiste, hein, qui est pourtant le fief, hein, de ce qu'ils devraient normalement détester. Mais non, c'est là, depuis 2014, effectivement, tous les signes ont été envoyés, sont devenus évidents que l'Ukraine était rentrée dans cette zone multiculturaliste LGBT. Bon, les nationalistes ukrainiens ont-ils refait un nouveau Maïdan? Non, tout simplement parce que, premièrement, ils n'en avaient pas les moyens, hein, et puis que, effectivement, de toute façon, ils n'en ont pas reçu l'ordre. Donc les deux combinés, ça exclut évidemment de refaire une nouvelle révolution qui aurait en quelque sorte effectivement permis d'arracher leur pays à l'influence bruxelloise, hein, et de le remettre sur, allez, bon, pas forcément sous influence russe, mais au moins le remettre sur les voies de l'indépendance. Parce que de fait, l'Ukraine a été indépendante, hein, entre 1991 et 2014. Depuis 2014, c'est terminé. Donc là, ça va peut-être revenir si la Russie parvient à remplir ses objectifs, à savoir en réalité de créer une sorte de zone tampon, quoi, enfin une zone neutre en fait sur le plan géopolitique. C'est le projet, hein. Mais bon, c'est pas sûr que ça réussisse. Donc en fait, bon. Donc là, effectivement, surtout mon point de départ sur ces questions-là aussi, c'est en fait comment est-il possible, en fait c'est pourquoi, alors en 2014, là justement pendant la Révolution et même après, si vous voulez, parce que bon, j'ai pas la prétention d'être un spécialiste ni de l'Ukraine ni de la Russie, donc en fait, bon, je me suis pas aventuré sur ces sujets-là fondamentalement, et mon point de départ sur ces questions-là, c'est plutôt en fait, hein, justement le poids des médias, hein, pourquoi en 2014 on nous a demandé, comme on nous demande aujourd'hui, de soutenir l'Ukraine et de haïr la Russie. Mais pourquoi, en fait? C'est vraiment le point de départ, en fait, hein, mon point de départ, en fait, dans mon entrée, en fait, dans ces sujets-là. Et donc, j'ai découvert qu'effectivement, alors, je me doutais que les médias étaient militarisés, mais militarisés pour soutenir, justement, les nationalistes ukrainiens. Alors même qu'en France, le nationalisme est évidemment diabolisé depuis des dizaines d'années. Et donc là, effectivement, bon, on voit un double standard, hein, qui est assez choquant et qui pose question. Et c'est ce paradoxe, hein, en fait, hein, qui m'a stimulé, qui m'a donné envie d'entrer dans ce sujet. Et effectivement, bon, on voit qu'il y a des convergences, hein, sur le plan non seulement idéologique, mais surtout psychologique. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Entre en réalité un vrai nationalisme, c'est-à-dire une culture des limites et des frontières, et donc en fait justement un outil, hein, de lutte contre le mondialisme, dans la mesure où le mondialisme c'est précisément la transgression des limites et des frontières, ce qui converge avec le suprémacisme, quel qu'il soit, blanc ou ethnique ou religieux ou culturel. Et sachant que
cette dimension de psychologie transgressive, en fait, finalement, converge, enfin, pas converge, je veux dire, en fait, débouche sur, enfin, ou en tout cas converge, oui, possiblement avec la tournure d'esprit occultiste et donc transhumaniste, dans la mesure où précisément l'occultisme et le transhumanisme sont des projets de transgression, eux aussi, de la nature humaine. Donc, bon, voilà, j'essaie de reconstituer un peu dans l'ouvrage là, hein, cette espèce de continent noir, en quelque sorte, enfin là, sans connotation ethnique pour la couleur, mais cette espèce en fait de soubassement de l'idéologie atlantiste et mondialiste, qui n'est jamais, comment dire, dont les ramifications en fait semblent partir un peu dans tous les sens, mais qui en fait possède une sorte de cœur nucléaire. Et ce cœur nucléaire, c'est un profil psychologique, que je qualifierais de transgressif. Qui en fait donc en réalité refuse en quelque sorte le principe de modération, enfin refuse un certain nombre de vertus dites cardinales, qui sont les vertus de sobriété, de modération, etc. Enfin, toutes les vertus cardinales du christianisme, par exemple, mais qui sont les vertus cardinales de toutes les vraies traditions, enfin, fondamentalement, hein, quelles qu'elles soient. Donc là, on voit en fait que un mouvement suprémaciste peut se revendiquer d'une tradition, de fait c'est toujours comme ça en fait, hein. Les djihadistes se revendiquent d'une tradition, mais passent leur temps à la transgresser. Les suprémacistes blancs se revendiquent d'un enracinement dans une tradition, et passent leur temps à la transgresser aussi. Et là on voit en fait comment finalement en fait, un même signifiant peut avoir deux signifiés différents. Par exemple, défendre la race blanche, ça peut se faire au moyen du nationalisme blanc, ou au moyen du suprémacisme blanc, sauf que ça induit deux significations totalement différentes, et donc deux démarches dans l'existence totalement différentes, et donc deux projets politiques totalement différents. L'un qui peut être exploité dans une perspective transgressive et militarisée, et l'autre en fait qui beaucoup plus difficile à exploiter, en quelque sorte qui possède en fait sa propre finalité en elle-même, c'est-à-dire tout simplement la protection d'un patrimoine. Le nationalisme, c'est ça, la protection d'un patrimoine. Quand c'est sur les questions ethniques, c'est la protection d'un patrimoine ethnique, c'est-à-dire en fait de ce que mes parents m'ont donné génétiquement et de ce que j'aimerais transmettre si j'arrive à faire des enfants. Ce qui devient difficile en Occident, et ce qui est devenu très difficile aussi en Ukraine. Et pas seulement depuis 2014. Hein. La natalité est en chute libre depuis 2014, donc depuis le putsch, mais en fait, en réalité, la natalité de tous les pays anciennement communistes est en chute libre depuis la chute du communisme, justement, et pas qu'en Ukraine. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, oublier les idées, hein, oublier en fait même, j'allais dire presque quasiment les identités, mais surtout oublier les idées. C'est-à-dire qu'en fait le communisme en réalité s'est avéré beaucoup plus conservateur, en fait tout simplement parce que en fait c'était en dépit de la théorie officielle qui était progressiste, en réalité le communisme n'avait pas d'économie, au sens libéral du terme. C'est-à-dire c'est une économie totalement atone, pas d'inflation, rien, il se passait rien quoi. À partir de là en fait ça induit une grande stabilité socio-économique, donc une grande stabilité psychologique, et surtout donc une possibilité, une capacité de prévoir, de se projeter dans l'avenir. Le régime, le système libéral, capitaliste libéral, nous plonge dans une incertitude permanente, anxiogène, qui en fait freine justement la natalité et qui attaque la démographie bien plus violemment que ce que le communisme a fait en période de guerre froide. Je ne parle pas, là quand je parle de la période de guerre froide, hein, c'est de 1945-1991. Hein. Avant, c'était soit la guerre, soit des périodes expérimentales avec des massacres, etc. Alors, je parle de la période pendant laquelle le communisme a connu, on pourrait dire, en fait, sa vitesse de croisière, c'est-à-dire 1945-1991. Et en fait, en réalité, comme il y a eu de l'inertie, en fait, il y a quasiment 3 générations en fait qui ont connu le communisme, puisque bon, c'est pas tombé du jour au lendemain, et dans un certain nombre de pays, il y a eu une forme d'inertie politique qui fait que le mode de vie est resté le même jusque dans les années 2000. Sachant que le mode de vie communiste, en fait, c'était celui de la guerre froide, c'était celui des années 50 en France.
en fait, c'est-à-dire un mode de vie le mode de vie qui précédait la révolution sexuelle des années 60. Et le mode de vie des années 50 en France, c'était le mode de vie de l'entre-deux-guerres. Et le mode de vie de l'entre-deux-guerres en France, c'était celui du 19e siècle, hein, fondamentalement. Enfin, bon, parlez avec vos grands-parents ou arrière-grands-parents, si vous les avez, enfin, en tout cas, bon, dans la France rurale, vous allez voir. Donc, en fait, en réalité, je dirais de manière assez paradoxale, encore une fois, et contre-intuitive, en fait, d'une certaine manière, le communisme a été en théorie progressiste, mais en pratique conservateur, quand le capitalisme se voulait progressiste, conservateur en théorie, mais a été progressiste en pratique. Voilà. Donc il y a une espèce comme ça, une sorte de séparation chiasmatique, en fait, hein, croisée des deux types de régimes. Et en fait, c'est précisément cet Occident capitaliste libéral que les suprémacistes blancs, enfin que les nationalistes ukrainiens essaient de rejoindre. Et en fait, alors dans un premier temps, on peut se dire oui, mais enfin, ils sont dupes finalement, ou enfin, ils se sont fait manipuler, mais en fait, pas tant que ça non plus. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une sorte d'affinité inconsciente entre le suprémacisme quel qu'il soit et le capitalisme libéral, c'est-à-dire en fait ce progressisme finalement qui, au bout d'un moment, va commencer à attaquer la nature humaine. Comme on le voit, bah, nous, effectivement, depuis 2 ans, là, on est vraiment rentré de plein pied, hein, et c'est pas qu'en France, dans une dictature transhumaniste. Et là, donc, bon, si vous voulez, en fait, à l'origine, bon, je pensais faire un livre purement historique, hein, c'est-à-dire passer en revue les 4 régimes en question. Et puis donc avec la crise sanitaire, entre guillemets, évidemment je me suis senti obligé d'en parler. Et en fait ça fait tout simplement en fait. Hein. C'est vraiment dans la mesure où de fait la crise sanitaire nous introduit au transhumanisme. Enfin, je pense que là, dans la salle, tout le monde l'a compris, hein, et que effectivement, bon, donc le sujet peut être traité hein, en même temps que la question du suprémacisme blanc ou du nationalisme blanc, enfin, c'est-à-dire en fait en quelque sorte, par opposition, enfin, c'est là où on voit encore une fois des convergences, parce que vous avez remarqué que tous les pro-ukrainiens aujourd'hui sont ceux qui portaient un masque ou qui se sont fait injecter 3 doses. Donc là, encore une fois, on voit des affinités, en fait, hein, on les voit, elles se phénoménalisent. Maintenant, en fait, comment expliquer des trucs pareils? Vous voyez, c'est de la même manière que effectivement, bon, on voit qu'il y a en quelque sorte certes, effectivement, que tous les pays du monde entier sont tombés hein, sous la domination de cette dictature sanitaire transhumaniste, mais bon, quand même plus ou moins, quoi. En fait, il y a quand même eu un peu plus en fait, de réticence dans la population et dans les sphères du pouvoir, en Biélorussie, en Russie ou dans les anciens, enfin dans les pays de l'Est. Par exemple, bon, enfin que ce soit Poutine ou Sergueï Lavrov, ils n'ont jamais porté le masque en public. Trouvez-moi une photo de Poutine avec le masque. Alors même qu'il est malade, hein, il paraît qu'il est sous cortisone, etc. Bon, en dépit de ça, bon voilà, donc là, bon, c'est une manière d'envoyer un message quand même. Donc c'est en fait bon voilà, donc il y a une espèce, enfin on voit en fait effectivement des convergences, hein, des espèces de compagnonnage idéologique, mais qui donc bon entre suprémacisme, entre russophobie, entre mondialisme et qui en fait peuvent s'expliquer encore une fois en fait hein, par des mécanismes psychologiques. Ça n'a rien d'idéologique puisque sur le plan strictement idéologique, sur le papier, le mondialisme et le suprémacisme blanc s'excluent mutuellement. Ça, on est bien d'accord. Mais en fait, fondamentalement, en quelque sorte, suprémacisme blanc et mondialisme procèdent malgré tout d'un même profil psychologique qui recrée de l'unité et de la convergence par-delà les divergences théoriques sur le papier. Donc tout ça en fait est assez complexe parce que en fait c'est vraiment comment dire ça, enfin c'est une approche là, ce que je vous propose là en fait c'est une approche qui est pas conventionnelle. Normalement en fait on se fie aux idées, hein, on se fie à ce qui est dit et ce qui est en quelque sorte je termine ma phrase et en fait on s'appuie en fait uniquement sur en fait la suite de signifiants
hein, à laquelle on est exposé, et on ne fait pas trop d'interprétation. Mais dès qu'on commence à interpréter, on voit qu'en fait, hein, les mêmes signifiants peuvent être interprétés de manière radicalement opposée, hein, et donner, en fait, produire en fait des interprétations même antagonistes. Et effectivement, donc, alors une des sources aussi donc de mon bouquin, c'est notamment la réflexion de Antonin Campana sur son site Peuple autochtone, hein, le blog des aborigènes d'Europe, qui a eu ce coup de génie, hein, de se revendiquer de la déclaration de 2007 de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, pour appliquer ça aux Européens. Je veux dire, donc si l'ONU défend les droits des peuples autochtones, eh bien, voilà, on va l'appliquer aussi en Europe. Il n'y a pas de raison que ça s'applique uniquement aux Indiens d'Amazonie ou aux Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Mais là, on est dans justement en fait le respect d'une identité et d'un nationalisme, c'est-à-dire en fait dans le respect des limites et surtout dans la protection justement en fait de la vraie diversité. C'est-à-dire le patrimoine identitaire, ethnico-culturel de chaque peuple, qu'il serait bon de réussir à projeter dans l'avenir, parce que n'y a pas de raison d'y renoncer, je ne vois pas pourquoi, sans renoncer évidemment à notre volonté de puissance, et donc en faisant cette synthèse archéofuturiste avec la technoscience, sans tomber dans le transhumanisme, ou du moins en gérant en fait les dommages collatéraux du transhumanisme, sachant que c'est au bout d'un moment, dans la mesure où la technoscience c'est ce qui permet justement d'affirmer en quelque sorte de se protéger en fait contre les agressions étrangères, hein, puisque la technoscience, fondamentalement, le point de départ de la technoscience c'est quoi? C'est le développement des armes. En fait, c'est le film de Kubrick, hein, 2001, hein, quand on voit là, les australopithèques là qui découvrent la première arme de l'histoire, hein, en fait, en utilisant simplement un ossement en fait, qui permet de taper plus fort sur l'ennemi qu'avec seulement mon poing. Et là, ensuite, donc ça c'est le point de départ en fait, hein, de la technoscience. En fait, c'est les systèmes d'armement. Et donc en fait, on est d'emblée, hein, enfin, si on considère, mais ça c'est mon point de vue, que l'histoire de l'humanité c'est l'histoire de la technoscience, c'est-à-dire l'histoire des systèmes d'armement, ça veut dire que l'histoire de l'humanité c'est l'histoire des rapports de force. Donc ça c'est ce que je pense en fait, parce que je suis nietzschéen fondamentalement, viscéralement, donc héraclitéen. Donc pour moi le monde, le cosmos en fait est une question de rapport de force. Et ça se traduit dans l'histoire de l'humanité par notamment, je veux dire, en quelque sorte, justement la course aux armements, hein, c'est-à-dire en fait cette espèce de compétition perpétuelle qui nous entraîne vers le transhumanisme malgré nous. Hein, et donc c'est pour ça que quelque part il y a aussi une forme je dirais de réflexion archéofuturiste légitime dans les totalitarismes du XXe siècle, mussolinien, hitlérien, stalinien, dans la mesure où précisément ils avaient parfaitement compris que tout était rapport de force, que ce soit pour les marxistes-léninistes, puisque la théorie marxiste c'est une théorie du rapport de force, c'est-à-dire les rapports de classe, ou que ce soit, chez les pangermanistes völkisch, nietzschéens, hein, puisque en gros, il y a un matérialisme de gauche, hein, qui est le marxisme, et un matérialisme de droite qui est le nietzschéisme. Mais les deux ont en commun de voir l'histoire comme un rapport de force permanent, soit entre les classes, soit entre, pour dire les psychologies, parce que pour Nietzsche, finalement, c'était un psychologue, en fait, c'est un moraliste, en quelque sorte. Donc, il y a des types humains qui sont des grands types psychologiques chez Nietzsche, et c'est l'affrontement, hein, entre ces types humains qui, alors à la fin, il va théoriser entre deux grands types humains, c'est-à-dire le surhomme et le dernier homme, et c'est ça qui écrit l'histoire. Et ouais, donc je peux m'arrêter là. Voilà.